On a souvent l'impression que la technologie, c'est immatériel, un peu magique même. Mais en réalité, derrière chaque écran, chaque appli, il y a un monde bien physique, bien concret. C'est cette face cachée de nos vies numériques qu'on va explorer. Voilà l'illusion parfaite de notre époque. D'un côté, on parle du cloud, un mot qui évoque quelque chose de léger, qui flotte sans aucune attache au sol. Et de l'autre, il y a le sol justement. La terre, d'où on arrache les matières premières de cette révolution. Le coltan par exemple. Non, la technologie n'est pas immatérielle, elle est extraite. Et au cœur de ce secret bien matériel, il y a un minerai. Un minerai dont très peu de gens ont entendu parler, mais que quasiment tout le monde possède chez soi, sans même le savoir. Son nom, le coltan. Et c'est de là que tout part. Le coltan, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est ce qui permet à nos téléphones et à nos ordis de stocker de l'énergie dans des composants minuscules. Sans le tantale qu'il contient, pas de smartphone, pas d'ordinateur portable, pas de console de jeu. C'est, en quelque sorte, l'ingrédient secret de notre modernité. Et où est-ce qu'on trouve ce minerai si précieux? Alors là, la réponse est assez radicale. La quasi-totalité du coltan mondial vient d'un seul et même pays, la République démocratique du Congo. C'est là-bas que notre monde numérique va chercher sa matière première. Bon, maintenant, allons voir l'impact sur le terrain. Parce que, attention, ces mines ne sont pas creusées dans des déserts, loin de là. Elles sont en plein cœur de forêts tropicales denses, des écosystèmes d'une richesse incroyable, qui se retrouvent directement sous la pression dans notre fin de technologie. Dès qu'une mine ouvre, les conséquences sont immédiates. L'habitat des animaux est découpé en morceaux, des routes sont taillées à travers la forêt, ce qui attire de plus en plus de monde. Et forcément, la pression sur la faune sauvage augmente en flèche, notamment avec le braconnage. Le paysage est transformé, pour de bon. Et au milieu de ce grand chamboulement, il y a nos plus proches parents, les grands singes. Le point le plus important ici, ce n'est pas juste qu'ils sont en danger de disparition, c'est surtout qu'ils sont forcés de survivre dans un monde qui n'est plus fait pour eux. Ils doivent s'adapter à un monde en miettes. Et cette adaptation, elle est à la fois fascinante et tragique. On voit des changements profonds, leurs structures sociales sont complètement bouleversées, ils doivent trouver de nouvelles manières de se nourrir, leur niveau de stress explose et les rencontres avec les humains deviennent bien plus tendues. Et ça, c'est la grande question qui hante les scientifiques aujourd'hui. Comment une société de chimpanzés fait-elle pour survivre quand tout ce qui constitue sa culture, son territoire, ses habitudes, ses liens sociaux est littéralement pulvérisé par l'activité humaine? C'est un champ de recherche immense qui s'ouvre. Mais ce que les chercheurs découvrent, c'est que l'impact ne s'arrête pas à ce qu'on peut voir. Non, il s'infiltre bien plus profondément. Il laisse des traces jusque dans la biologie même de ces animaux. C'est une réaction en chaîne en fait. La forêt est fragmentée, donc les groupes de primates sont isolés les uns des autres. Résultat, moins de brassage génétique, plus de consanguinité et, à la fin, une perte de diversité génétique. Ça les rend beaucoup plus fragiles face aux maladies et moins capables de s'adapter aux changements futurs. Et il y a encore un autre niveau, plus subtil, on appelle ça l'épigénétique. En gros, le stress constant qu'ils subissent peut modifier la façon dont leurs gènes s'expriment, sans même toucher à leur ADN. Ça peut impacter leur système immunitaire, leur comportement, tout. C'est fou de se dire ça, mais notre technologie est en train de réécrire la biologie du vivant. Jusqu'ici, on a parlé de la forêt et des animaux. Mais si on s'arrêtait là, on passerait complètement à côté de l'angle mort de cette histoire. Parce que cette exploitation, elle a aussi un visage humain, un visage qu'on préfère souvent ne pas voir. La réalité de beaucoup de ces mines, elle est brutale. Des enfants, oui, des enfants, y travaillent. Ils descendent dans des trous étroits, portent des charges hyper lourdes, tout ça pour extraire le minerai qui finira dans les appareils qu'on a dans nos poches. C'est la main-d'œuvre invisible de notre monde connecté. Et il y a une chose essentielle à comprendre, qui est parfaitement résumée par cette phrase choc. Ce n'est pas marginal, c'est structurel. Autrement dit, le travail des enfants ou les conditions extrêmes, ce n'est pas une exception malheureuse, c'est la règle. C'est le système qui est construit comme ça. Alors pourquoi ce système perdure? C'est une combinaison de plusieurs facteurs puissants. D'un côté, il y a la demande mondiale, la nôtre, qui semble insatiable. On veut toujours le dernier modèle. Et de l'autre côté, sur place, il y a une pauvreté extrême et un manque total d'autres options qui poussent les gens, y compris les enfants, à aller travailler dans les mines. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On commence à voir que tout est lié. L'environnement, les animaux, les humains. Le coltan, ce n'est pas juste une pierre. C'est le fil invisible qui relie tous ces destins dans un seul et même système. D'ailleurs, les scientifiques ont un nom pour ça, le concept One Health, une seule santé. L'idée est simple, mais elle est très puissante. On ne peut pas séparer la santé d'un écosystème, la santé des animaux qui y vivent et la santé des humains qui en dépendent. Un enfant qui tombe malade, un primate qui est stressé, une forêt qui est détruite, ce sont juste les différents symptômes du même mal.
Face à ce constat, qui est quand même assez lourd, on pourrait être tenté de baisser les bras. Mais heureusement, il y a des initiatives qui émergent, des gens qui essayent de changer les règles du jeu de l'intérieur. Un des exemples les plus connus, c'est l'entreprise Fairphone. Leur idée, c'est d'agir sur 3 fronts. D'abord, tracer les matériaux jusqu'à la mine, pour être sûr qu'ils ne financent pas des guerres. Ensuite, travailler sur place pour améliorer les conditions de travail. Et enfin, et c'est crucial, concevoir des téléphones qui durent, qui sont réparables, pour réduire la pression à la source. Mais, et c'est un grand mais, il faut rester réaliste. Une entreprise, même avec les meilleures intentions du monde, ne peut pas changer tout le système à elle seule. La dure réalité, c'est que tant que la demande mondiale continue d'exploser et qu'on change de téléphone tous les 2 ans, la pression sur ces régions et ces populations, elle, ne disparaîtra pas. Tout ça est tellement interconnecté que ça transforme même le métier des scientifiques. Aujourd'hui, un primatologue ne peut plus se contenter d'observer des singes dans les arbres. Pour comprendre ce qui leur arrive, il doit aussi comprendre l'économie mondiale, la logistique, la géopolitique. C'est fou. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. Le coltan, ce n'est pas qu'un minerai. C'est le lien physique qui nous connecte tous. Nous, les consommateurs, les enfants dans les mines et les primates dans le monde s'écroule. On fait tous partie de la même chaîne de dépendance. Alors, pour conclure, la question reste ouverte. Maintenant que cette chaîne est visible, qu'elle n'est plus cachée dans l'ombre, qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre nous d'en être un maillon ?